Et bonjour, Moutassem avec vous. Dans cette vidéo, j'aimerais partager une expérience personnelle que j'ai vécue depuis ce début d'année 2021. C'est une expérience assez intense, j'ai d'ailleurs hésité à en parler parce que c'est encore frais, c'est encore chargé émotionnellement, mais j'ai finalement décidé de le faire. Je vous explique tout cela dans un instant. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé lors d'une séance dans l'école Méditer aujourd'hui. Donc, je vais partager cela avec les participants de l'école Méditer aujourd'hui. Je vais vous mettre cet extrait, donc vous allez découvrir cette expérience. Ensuite, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans la zone commentaire. Mais comme je vous le disais en introduction, j'aimerais vous parler de ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc la semaine dernière, je l'ai évoqué, j'avais aussi envoyé un email. Disons que c'était un début d'année assez compliqué, assez difficile au niveau personnel et j'hésitais à en parler parce que c'est encore très frais. Donc je me suis dit que ce serait peut-être plus bénéfique d'attendre un peu de digérer cette expérience. Mais d'un autre côté, j'ai aussi ressenti que ça pouvait être intéressant, bénéfique pour moi, pour vous, et pour les éditeurs du podcast, si ensuite je partage sur le podcast, d'entendre cette expérience alors que je suis en plein dedans, parce que je reparlerai certainement dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, mais avec le temps, on oublie ce qu'on vit dans l'instant, donc je ne vais pas nécessairement me souvenir des émotions, des ressentis, des réflexions que je peux avoir actuellement par rapport à cela. Et donc, je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir partager cela avec vous, pour les personnes qui vivent quelque chose de similaire. Et ça peut être quelque chose d'utile de voir comment on peut vivre la chose lorsqu'on est en plein dedans. Donc, en essence, j'ai perdu mon père il y a maintenant 2 semaines, à peu près 2 semaines. C'était quelqu'un qui était en parfaite santé, qui était en bonne santé. Il avait 72 ans, il était sportif, il avait pas de problème de cœur, pas de problème d'hypertension, il était actif et il a eu le Covid et suite aux complications du Covid, il est resté en réanimation pendant près de 7 semaines et une réanimation qui a été très éprouvante pour lui, pour nous, pour ses proches. Donc c'est cette semaine qui sont terminées par son départ, par son décès. Donc durant toute cette période et encore maintenant, j'ai fait quelque chose qui m'a grandement aidé et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui durant ce direct. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a fin janvier, à peu près fin janvier, mon père a commencé avoir des symptômes liés au Covid. Donc les premiers jours, ça a été, les premiers 7-8 jours, ça a été. Ensuite, en un jour, ça a basculé, une énorme fatigue. Il n'arrivait plus à se lever du lit. Donc quand on a fait venir de l'oxygène, donc le médecin est venu, on l'a mis sous oxygène pendant 2 jours. Ça n'a pas vraiment aidé et il a dû être emmené aux urgences pour ensuite être mis en réanimation. Donc les 2 premiers jours, je suis allé le voir, ma sœur aussi, on a été le voir ensemble et pendant ces 2 premiers jours, il était, il était lui-même, c'est-à-dire qu'il parlait, il pouvait manger, il respirait mal, mais il était quand même fonctionnel. Mais malgré cela, ses poumons, souffraient, donc il avait une énorme inflammation au niveau des poumons. Ses poumons s'épuisaient, s'abîmaient et la machine n'arrivait plus à amener suffisamment d'oxygène pour avoir un bon taux de saturation au niveau de l'oxygène. Donc les médecins, en réanimation ont décidé qu'il était nécessaire maintenant de l'intuber pour pouvoir lui amener l'oxygène nécessaire, pour pas que ses poumons travaillent excessivement et pour permettre à l'inflammation de descendre, pour aider à la récupération de ses poumons. Donc l'intubation, ça commence par 2 jours où le patient est mis sous coma et ensuite c'est une sédation lourde pour permettre graduellement aux poumons de récupérer avec pour objectif de réveiller le patient pour ensuite enlever les tubes et permettre à ses poumons de reprendre leur fonction naturelle et lui permettre de redevenir autonome au niveau respiratoire. Donc ça a débuté comme cela et ensuite il y a eu des complications suite à des complications qui sont euh, suivies. Ça a été donc des hauts et des bas émotionnels, surtout pour nous. Lui, il était encore inconscient, donc il ne vivait pas cela d'une manière difficile. Il
Il était complètement inconscient. Mais pour nous, il y avait des jours où il nous disait: «Ça va bien, ça évolue dans le bon sens, on va essayer de le réveiller bientôt». Les jours suivants, il nous disait que c'était compliqué, qu'ils avaient du mal à le réveiller, qu'il n'arrivait pas à sortir de la sédation. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui se sont greffés dessus. Il y a, hem un cancer sous-jacent qui s'est déclenché, qui a été activé par la Covid, un cancer de la moelle épinière qui détruisait ces globules rouges, donc qui rendait encore plus difficile l'oxygénation, donc ça rendait très compliqué le réveil. Après cela, au bout de 2 semaines de cela, heu, c'était de plus en plus compliqué, donc les médecins étaient de plus en plus inquiets jusqu'à finalement décider de le transférer vers un autre hôpital, au CHU de Nice, pour lui faire un traitement, pour essayer d'adresser ce problème de destruction des globules rouges. Donc il a passé quelques jours là-bas, il a commencé à s'améliorer, il a commencé à se réveiller, donc il ouvrait les yeux, il a commencé à bouger les doigts, donc nous on était, de plus en plus rassurés et on voyait que ça commençait à évoluer dans le bon sens et ensuite le CHU de Nice m'appelle un jour et me dit: «Ah, on doit retransférer votre père à l'hôpital de Cannes parce qu'on est saturé au niveau des patients Covid, on doit libérer des lits et comme il n'est plus vraiment considéré comme Covid, il faut le renvoyer à Cannes». Donc, bien sûr, on était très inquiets parce qu'à Nice, on avait vu une évolution positive alors qu'à Cannes, il stagnait. Donc, ils l'ont renvoyé à Cannes et là, c'était un nouveau stress qui s'est enclenché. C'était: «Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse à Cannes? Est-ce qu'on essaie de le renvoyer à Nice?» Donc là, je lui ai appelé les médecins à Nice, les médecins à Cannes, le médecin de famille, d'autres médecins à travers d'autres contacts qui travaillaient à Nice. Et en essence, on me disait qu'à Nice, c'était pas possible. Ils étaient saturés, qu'à Cannes, ils seraient pris en charge de la même façon. Mais à Cannes, les médecins me disaient à nouveau que son cas était très grave et qu'il fallait considérer le pire comme un scénario possible. Donc je vais vous éviter, de plus de détails, mais tout ça pour vous dire que c'était quelque chose de très, très éprouvant parce qu'on avait vraiment des hauts et des bas émotionnels, c'est-à-dire des moments d'espoir, des moments de doute et il est arrivé ensuite le moment où il s'est réveillé finalement. Donc c'est-à-dire il a réussi à émerger au niveau conscience, il était là, pleinement là et ça c'est encore bien pire pour nous parce que, tout d'un coup on pouvait sentir qu'il était encore là et par un phénomène d'empathie, personnellement j'ai pris de plein fouet ce qui se passait réellement et ce qui s'est passé c'est que il était bien, donc il s'est endormi, il était bien. 3 à 4 semaines plus tard, il se réveille, il a perdu 30 kilos, il a un rein qui ne marche plus, il est complètement paralysé, il ne peut plus bouger les mains, il ne peut pas bouger les pieds, il a un tuyau dans la bouche, dans la gorge, il ne peut pas s'exprimer. Il est, donc c'est un traumatisme, c'est un cauchemar. C'est comme si tout allait plutôt bien et on se réveille, on est complètement diminué, on est en souffrance, on est totalement impuissant. Il pouvait nous voir qu'on avait que le droit qu'à 1 heure, parfois 40 minutes, parfois 1 heure de visite par jour. Autrement, il était totalement, livré à lui-même, bien sûr qu'il y avait toute une équipe qui le suivait et qui faisait de son mieux et donc lorsque je l'ai vu et qu'il était conscient, on communiquait en lui demandant de cligner des yeux, cligner 2 fois des yeux pour oui, pour s'il nous comprenait. Donc là, j'ai pu voir dans son regard qu'il prenait conscience de ce qui se passait et ça a été une période très difficile parce qu'encore une fois, il y a ce phénomène d'empathie qui se met en place et on ressent la détresse de la personne qui est complètement impuissante. Donc ça, c'était un autre coup émotionnel qui était assez difficile et ensuite, au bout de quelques jours, il a resombré dans l'inconscience, il se réveillait, mais il n'était plus vraiment là et jusqu'à arriver au moment où d'autres complications sont arrivées, une infection, trop importante, le taux d'oxygène qui a à nouveau baissé et la nuit, l'appel pour nous informer que, notre père nous avait quittés, que le mari de ma mère était parti et donc ça a duré 6 à 7 semaines. Alors, tout ça pour vous dire que ça a été une période très difficile, le fait d'aller donc à l'hôpital, le fait aussi d'avoir mes proches bien sûr, mes sœurs, ma mère, mes neveux, mes nièces, donc on baignait tous dans cet état de stress. À noter que on avait l'appel de l'hôpital tous les jours vers 14 heures, donc je vous dis pas à l'heure du repas, tout le monde a l'estomac serré, on n'a pas d'appétit. Donc ça a duré pendant 6 7 semaines, c'est quand même une longue période d'incertitude
pour finalement arriver au pire scénario, au décès de mon père. Donc malgré tout cela, malgré, cette période difficile et bien sûr, c'est encore très difficile parce que c'est encore très, très frais. Malgré tout cela, il y a quelque chose qui m'a grandement aidé et qui continue à m'aider et c'est quelque chose, ce quelque chose, j'en ai déjà parlé avec vous lors de ces séances en direct ou en séance individuelle. C'est, j'ai été très intentionné sur le fait d'avoir des moments de présence, des bulles de présence pendant toute cette période. Surtout lorsque j'étais à l'hôpital, surtout lorsqu'il y avait des moments difficiles. Qu'est-ce que j'entends par ces bulles de présence? C'est de volontairement, lorsque je me trouvais dans une situation de stress, que ce soit face à un médecin, ou face à mon père, ou lorsque je devais donner les informations à ma famille, c'était d'activer pleinement ma présence. Donc là, j'ai un tas d'outils pour le faire, donc être attentif à ma posture, à la respiration, compter les respirations. Donc dans n'importe quelle situation, je pouvais le faire avant de monter le voir ou dans la chambre. C'était simplement être conscient de la respiration, être conscient de sa présence, de l'espace autour de moi. Et la première fois que j'ai fait ça, c'était le jour où il a été amené aux urgences à l'hôpital. Je me rappelle, le soir, il y avait ma petite nièce à la maison aussi, qui dormait à la maison, donc je lui ai raconté une petite histoire, et j'étais dans le lit à côté d'elle, et elle commence à s'endormir. Et là, j'étais juste, donc j'avais un tableau devant moi, je regardais le tableau, et j'étais pleinement là. Donc je respirais, je ressentais l'expansion à l'inspiration, le relâchement à l'expiration, je voyais ce tableau devant moi, et malgré tout ce qui se passait, au bout de quelques instants de cette bulle de présence, de cette intensification de l'attention à ce que j'étais en train de percevoir, au bout de quelques instants de cela, j'avais accès à un vrai sentiment de paix. Et d'ailleurs, ça m'a même surpris à quel point cette paix était intense. C'était comme si plus il y avait du stress autour, plus il y avait de l'agitation, plus il y avait de la crispation, de la tension, de la souffrance, et plus lorsqu'on arrive à lâcher dans ces moments de grande tension, plus ce relâchement est perçu comme un vrai sentiment de calme, comme un vrai sentiment de paix. Donc ces bulles de présence, je les avais aussi lorsque j'étais dans la chambre avec lui et les visites étaient, n'étaient pas toujours faciles parce que c'est un milieu qui est particulier, le milieu de la réanimation, surtout maintenant où lorsqu'on rentre, il faut mettre des gants, il faut mettre une blouse, il faut mettre je ne sais plus le nom, quelque chose pour couvrir les cheveux, un masque FFP, il faut mettre des lunettes. Donc c'est tout un attirail, une protection qu'on doit mettre sur soi pour rentrer dans cet espace. Et ensuite, tout le monde est en réanimation, donc c'est très particulier comme ambiance. Et là, on rentre dans la pièce et c'est un tas de machines, la dialyse, la transfusion, tous les moniteurs. Et très souvent, ça bip de partout. Donc c'est quand même très stressant comme environnement, c'est assez glauque. Et même dans ces endroits-là, même durant ces moments-là, je faisais toujours attention à voir ces petits moments, ces bulles de présence. Je me rappelle être au-dessus de mon père, du lit de mon père, donc je pouvais le voir émincer, son visage, le tube dans la bouche, inconscient et donc toute cette situation très particulière et malgré cela, je me connectais soit au toucher, donc je pouvais poser ma main sur sa tête, sur son épaule, sur sa main, donc je respirais, j'étais attentif au toucher, je pouvais le voir, mais aussi j'avais une vision plus large. Et ces moments de présence m'amenaient systématiquement dans un état de calme, dans un état de paix. Je pouvais aussi parfois me connecter sur l'extérieur, donc de sa chambre, je pouvais voir les arbres, le ciel bleu. Et donc là aussi, malgré cette ambiance, le fait de porter mon attention pleinement sur la couleur verte de l'arbre, sur un beau ciel bleu, ça m'amenait dans un état de calme, dans un état de paix, malgré tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de faire cela, c'est qu'en fin de journée, lorsque je repensais à la journée ou lorsque les pensées, lorsque la situation s'imposait à nouveau à moi, ce qui était le plus en relief, ce qui me revenait le plus, c'était vraiment ces petits moments. Et donc, au lieu de me souvenir
de toute la souffrance qu'il pouvait y avoir autour, des informations, de l'incertitude, du stress de mes proches, au lieu de me projeter par rapport à ce qui allait arriver, lorsque je repensais à ma journée, ce qui me revenait le plus, c'était ce moment où j'étais avec lui, où j'étais calme, où je ressentis l'appréciation de l'avoir eu et de continuer à l'avoir dans ma vie, où je voyais des belles choses, donc l'arbre à l'extérieur, le ciel bleu. C'était ça qui me revenait. Donc ces bulles de présence, ça a été d'une grande aide parce que même s'il y avait des moments de stress et parfois je me laissais submerger, donc il faut avoir 2-3 jours où j'étais dépassé, où il y avait de l'angoisse qui revenait, où je sentais que j'étais fatigué, où le stress vraiment prenait le dessus. Mais ces bulles de stress, malgré tout, me permettaient d'avoir des moments où je me ressourçais en profondeur, où je me reconnectais à un sentiment de calme et de paix. Donc ça, c'est un autre élément qui est important. En plus d'accéder à un état de calme, en plus de me permettre de me souvenir de la journée en me repensant à ces moments et à ces états plutôt positifs, ces bulles de présence m'aidaient aussi à évoquer certaines émotions, certains sentiments. Donc si par exemple, j'arrivais un peu à l'avance au rendez-vous de la visite et que je pouvais me promener dans le parking en bas ou devant l'hôpital, je pouvais évoquer, lorsque j'étais dans cet état de présence, je pouvais évoquer euh, le fait de sentir du calme, de ressentir du courage, de ressentir de la confiance. Et donc c'était beaucoup plus facile d'accéder à ces ressources lorsqu'auparavant, j'accédais à ces bulles de présence. Donc ça m'a aidé vraiment tout au long de cela. Ça m'a aussi aidé pour les autres. Donc le fait de pouvoir me ressourcer, bah, ça m'aidait à être, à, à être davantage là pour mes proches, donc à pouvoir les soutenir du mieux que je pouvais. Et je sais que si je n'avais pas au moins ces moments et ces bulles de présence, bah, ça aurait été plus difficile, parce que moi-même j'aurais été vraiment mal, et donc du coup on est moins là avec les autres. J'ai pu voir aussi que ça allait au niveau de la vitalité, j'étais pas épuisé. Lorsque j'étais avec les enfants, avec mes neveux ou mes nièces, je pouvais vraiment me détacher de la situation, jouer, rigoler, être pleinement avec eux et ressentir de la joie d'être avec eux. Donc je pouvais vraiment sentir que ces bulles de présence ont été, heu, ont été très, très, très efficaces. Et là où ça a été aussi d'une grande aide, c'était, où j'ai pu voir que quand même c'était quelque chose qui fonctionnait et qui continue à fonctionner, c'était lorsque donc mon père est décédé et lorsqu'il a fallu préparer le corps. Donc je suis, de tradition musulmane. Personnellement, je ne suis pas pratiquant, mais mes parents le sont, plus ou moins, plus de culture que de pratique, mais ils le sont quand même. Et c'est quelque chose qui se fait dans ma culture, c'est que lorsqu'il y a un décès, on est présent pour préparer le corps. C'est-à-dire qu'il faut un témoin, un membre de la famille, pour vraiment intégrer que la personne est partie, est vraiment partie, et le fait de pouvoir voir le corps et de le rouler dans un linceul blanc, ça fait partie de ce processus. Il y a aussi des prières qui accompagnent cela. Et donc, j'ai décidé donc pour mon père, pour ma famille, pour ma mère, d'être là, de participer à ce rituel de préparation du corps. Et cette préparation a eu lieu dans un endroit qui est c'est un endroit de recueillement, c'est un endroit où on met le corps, où il y a il peut y avoir des chapelles, un tas de salles différentes pour pouvoir se recueillir auprès du corps, pour faire des prières, pour mettre les fleurs, etc. Et c'est un très bel endroit. L'endroit, il y a un beau jardin, il y a des bancs à l'extérieur, c'est boisé, à l'intérieur, il y a des beaux meubles, donc c'est vraiment, c'est un endroit agréable où on peut faire les cérémonies d'adieu. Mais en dessous de cet endroit, donc en sous-sol, c'est là où il y a les corps. Donc là, il y avait deux personnes qui sont venues pour préparer le corps, donc des personnes qui étaient volontaires, qui connaissaient le rituel pour préparer le corps. Et donc j'ai décidé d'accompagner ces deux personnes. On prend l'ascenseur, on descend au -1, et là, l'ascenseur s'ouvre et c'est une ambiance complètement différente. C'est déjà l'odeur.
nous prend au nez. Donc heureusement qu'on avait des masques, mais c'est une odeur qui est bien présente. Le sol, c'est du carrelage, un carrelage tacheté. L'éclairage, c'est des néons, donc c'est déjà très triste comme ambiance. Les murs sont peints en blanc, voire gris. Et là, il y a euh, des plateaux ou plus en métal, là où on pose les corps. euh, je ne sais plus le nom. Donc là, sur roue, des structures en métal sur roue. Et donc, dès que je rentre, j'aperçois des corps qui sont allongés. Donc, plusieurs cadavres qui sont allongés. Donc déjà, c'est une vision qui n'est pas agréable. Et il y a une personne qui est en train de travailler sur un autre corps, qui est en train de pomper, donc des bruits en plus euh, très glauques. Et ce qui m'a inquiété, c'était pas tant le fait d'être entouré de cadavres. Ça, je l'ai vécu lorsque j'ai fait mes études de chiropraticien pendant 3 années. On avait 2 à 3 heures par semaine où on travaillait sur la dissécation, on travaillait sur des cadavres pour apprendre les muscles, les vertèbres. Donc ça, c'était pas vraiment ça qui m'inquiétait. Ce qui m'inquiétait, c'était de garder en mémoire l'image de mon père de cette façon. Donc je voulais pas qu'à chaque fois que je pense à lui, cette image me revienne. Donc ça, j'appréhendais un peu cela. Donc on rentre et effectivement, je vois mon père allongé. Et donc là, encore une fois, je me suis dit, bon, là, il va vraiment falloir trouver un moyen de connexion, un moyen, dans ce cadre extrêmement glauque, avec ces bruits, ces odeurs, ce métal partout, et ces corps et mon père allongé devant moi. Il faut que je trouve un moyen de me reconnecter à un état de calme et de présence. Donc je vous avoue qu'au début c'est difficile parce qu'il n'y avait rien de beau, il n'y avait pas une plante, il n'y avait rien de beau, tout était glauque, donc il n'y a pas d'autre mot, vraiment tout était très sombre comme ambiance. Et donc il commence à préparer le corps, je les aide, mon père est lourd, donc pour le bouger, pour le mettre dans le linceul, pour le préparer, etc. Et j'arrive tout de même à trouver quelque chose qui me reconnecte à quelque chose de positif. C'était l'un des personnes qui préparait le corps. C'était un grand monsieur de taille, un jeune mais grand de taille, qui est extrêmement doux dans sa façon de faire, dans sa façon de préparer le corps, de bouger le corps. Lorsqu'il m'a parlé, il m'a demandé est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un nettoyage, à une préparation rituelle du corps. Donc je pouvais voir qu'il était attentif envers moi, qu'il était doux. Et je me suis connecté à cela, à sa présence, à l'autre personne, au fait qu'ils passent leur temps à faire cela. Donc c'est vraiment sous forme de bénévolat. Pour eux, c'est important de préparer les corps. Et donc, je me suis connecté à cela et j'ai fait mes respirations, j'étais pleinement présent. Et ça m'a grandement aidé parce que même dans cette situation si intense, si particulière, j'ai réussi à trouver une petite bulle, une petite parenthèse de vie, de calme, de paix. Je me suis aussi connecté à moi, au fait de ressentir une profonde gratitude d'être là, de respirer, de ressentir la vie en moi. Donc, je voulais partager cela avec vous, même comme je vous le disais, c'est encore frais, et que certainement ça va encore évoluer, et que je sais qu'il y a certainement d'autres émotions qui vont venir, et d'autres prises de conscience, et peut-être que j'en reparlerai dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, comment vivre le deuil d'un être cher. Mais j'ai voulu le partager avec vous assez tôt pour que les personnes qui vivent quelque chose de similaire, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit une séparation, que ce soit une grosse période de stress, aient vraiment vous témoigner que avoir ces moments de présence, indépendamment de ce qui se passe autour de soi, nous permet d'accéder à un état de paix. Parce que cet état de paix, c'est un état qui est toujours disponible et c'est lorsqu'on se décrispe, lorsqu'on est pleinement là, lorsqu'on ouvre l'attention, lorsqu'on est présent à ce qu'on ressent et qu'on reste avec quelques instants. Derrière cela, il y a un état de paix, il y a un état de calme. Alors encore une fois, euh, il arrive encore des moments où on se laisse submerger, c'est-à-dire que les émotions sont trop fortes, même physiquement, l'oppression est trop puissante et on n'arrive plus à avoir ces bulles de présence. Mais le fait d'avoir cette intention, de vouloir les vivre et de faire le nécessaire pour, une fois dans sa journée, essayer de respirer, d'être présent, eh bien ça permet de garder une ligne avec la surface et ça évite de plonger trop profondément dans le désespoir, dans la peur, dans la souffrance, dans la dépression.
Donc je sais que c'est quelque chose qui m'aide, qui me maintient. Donc la surface, je sais qu'elle est pas loin et je sais que ça m'aide aussi à remonter régulièrement à la surface pour me reconnecter à nouveau à un sentiment de paix, de confiance, même de joie. Voilà, donc c'était ce que j'ai voulu partager avec vous lors de cette présentation. Et encore une fois, peut-être que je partagerai aussi avec les auditeurs, les auditrices du podcast. Euh, donc voilà, donc là je vous laisse un peu digérer tout cela. C'était un partage un peu intense, je l'imagine. Du moins pour moi, ça l'a été. Donc je vous laisse digérer tout cela. Si ensuite vous souhaitez réagir, partager vos ressentis, poser peut-être des questions, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais vous pouvez le faire lors de la séance de la semaine prochaine pour ceux qui suivent l'école Méditer aujourd'hui ou m'envoyer des emails ou tous les autres moyens pour me contacter. N'hésitez pas à le faire.